D'abord, merci aux organisateurs pour me donner l'opportunité de présenter des travaux que, pour l'essentiel, je n'ai pas conduits. Mais je vais plutôt vous présenter le point de vue du biologiste, du virologue biologiste, sur les apports de la phylodynamique à la compréhension qu'on a de l'épidémiologie et de l'évolution des virus de plantes, notamment avec les avancées de ces dernières années. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques de la phylodynamique, ce n'est pas mon domaine, mais plutôt des aspects épidémiologiques et évolutifs. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation des particularités des virus de plantes, et notamment celles qui peuvent avoir des conséquences sur les approches de phylogénétique et de phylodynamique. Et ensuite, je vous présenterai quatre domaines, quatre questions par rapport auxquelles la phylodynamique a pu contribuer à notre avancée de leur compréhension. Donc, moi, je travaille à INRAE PACA à Avignon, dans une unité de pathologie végétale, et je m'intéresse plus particulièrement aux interactions plantes-virus et à la durabilité des résistances des plantes aux virus. Ok, donc là, vous avez un panel qui représente globalement la diversité des formes et des structures de génome qu'on peut avoir chez les virus de plantes et les virus de vertébrés. Donc, vous voyez qu'il y a à peu près autant de diversité de types et de structures de virus chez le premier groupe que chez le deuxième. Et on a également à peu près la même diversité de structures de génome avec des virus ARN, ADN, simple brin, double brin, avec une majorité de virus ARN simple brin dans les deux cas. Des taux de substitution, comme vous savez, très élevés. C'est la même chose que chez les virus animaux, avec des estimations de taux de mutation de l'ordre de 10-3 à 10-6 substitutions par site dans le génome et par réplication. Et on n'a pas d'exemple chez les virus ARN de virus ARN qui auraient une activité de proofreading qui pourrait réduire le taux d'erreur. Pour la recombinaison, c'est un peu plus varié. On a des situations assez contrastées. Ça n'a pas été exploré de manière hyper exhaustive, mais on a des situations qui semblent assez distinctes entre certains virus ARN notamment et des virus ADN. On a globalement très peu d'estimations des taux de recombinaison à l'échelle de la réplication individuelle. On a quelques estimations qui vont de l'ordre de 10-5 à 10-6 recombinaisons par nucléotide dans le génome et par cycle de réplication. Chez de nombreux virus ARN, on a noté, même s'ils ont la capacité à recombiner, des mécanismes d'exclusion lors de co-infection des plantes qui sans doute limitent fortement l'occurrence des recombinaisons. Donc, ça a été particulièrement bien vu lorsqu'on a co-infecté des plantes avec des virus possédant des tags qu'on peut distinguer, comme ici, des tags pouvant fluorescer de manière verte ou bleue, sur des plantes qui ont été co-inoculées par… Alors, en haut, c'était deux variants de la même espèce virale qui possédaient juste un tag différent. Et vous voyez que, suite à l'infection, il y a une sorte d'exclusion. Les secteurs de la feuille qui sont infectés par le premier virus et par le deuxième virus s'excluent en très grande partie. On ne peut pas affirmer par ce genre de données qu'il n'y a aucune cellule co-infectée, mais il y en a sans doute très, très peu. Et là, c'est une sorte de contrôle opposé, où là, c'est le premier virus, c'est le même, et le deuxième, c'est un virus qui est d'une espèce complètement différente, avec un génome très éloigné, où dans ce cas-là, il y a superposition des fluorescences, donc pas de mécanisme d'exclusion quand la distance génétique intervirus est suffisamment grande. On ne sait pas trop le seuil de distance génétique à partir duquel cette exclusion est forte ou plus faible. C'est sans doute au niveau entre l'espèce et le genre, mais ce type de résultat a été retrouvé dans de très nombreux cas de virus ARN de plantes. Voilà, donc cette relative faiblesse de la recombinaison dans les populations naturelles, au moins chez certains virus ARN, permet d'analyser des régions génomiques qui sont peu affectées par cette recombinaison et avec relativement peu d'impact sur les datations par des approches de phylodynamique, contrairement à des génomes qui pourraient être beaucoup plus malléables et recombinés de manière plus fréquente. Donc, à contrario, on a aussi des exemples de virus à ADN de plantes qui recombinent de manière extrêmement rapide. Et ici, je vous présente ce qui s'est passé
lorsque des plantes de tomates ont été co-inoculées par deux espèces de virus différents. Ce sont des bégomovirus, des virus à ADN simple brun. Et là, ce sont vraiment deux espèces différentes. Ce ne sont pas deux variants d'une même espèce. Donc, ça peut recombiner de manière extrêmement fréquente, également à des niveaux taxonomiques, entre niveaux taxonomiques relativement distants. Donc, les deux clones viraux qui ont été inoculés ont 82% d'identité, d'identité nucléotidique. Et 5 mois après l'inoculation, voilà ce qu'on obtient. Ici, ce sont à peu près 50% de la population virale qui sont composées de recombinants. Les autres 50% qui ne sont pas représentés sont les séquences parentales. Et vous voyez un peu les patrons de recombinaison qui ont eu lieu. Il y a énormément de diversité avec des patchworks, des fois, de régions du virus 1 et du virus 2. Donc, pour l'instant, on ne peut pas trop généraliser à l'ensemble des virus à ADN pour ce cas et à l'ensemble des virus à ARN pour le cas précédent, mais on commence à avoir des règles à ce niveau-là qui semblent s'établir. Un deuxième point très important pour la compréhension de l'évolution et de l'épidémiologie des virus de plantes, c'est leur mode de transmission. Donc, ils ont des modes de transmission qui sont extrêmement diversifiés et qui, dans certains cas, peuvent être spécifiques et qu'on ne retrouve pas chez des virus de vertébrés, par exemple. Donc, voilà, on peut distinguer, de nombreux d'entre eux sont transmis par des vecteurs biologiques, donc souvent des insectes, mais également des petits vers du sol qu'on appelle des nématodes ou des champignons du sol également. Et ce qui est important aussi, c'est que les activités humaines, notamment la multiplication végétative ou la multiplication par la graine, peuvent permettre la transmission. Et notamment la multiplication par la graine peut poser des problèmes importants au niveau agronomique pour environ 18% des phytovirus. Et tout ce qui est multiplication végétative, greffage, bouturage, production de tubercules, etc., sont des moyens très, très efficaces pour propager les virus. Au niveau des vecteurs biologiques, donc ici vous avez une représentation des principaux vecteurs. La très grande majorité, ce sont des pucerons qui véhiculent des espèces de virus. Puis on a d'autres types d'insectes comme des cicadelles, des aleurodes, des coléoptères. Et de manière plus minoritaire, des nématodes ou des champignons du sol. Enfin, vous avez également des virus qui sont transmis avec simultanément plusieurs modes de transmission, comme par exemple la graine et des vecteurs biologiques, ce qui complique encore les schémas épidémiologiques. Si on compare si on se focalise sur les virus transmis par vecteur, donc on a un schéma assez différent des modes de vection entre virus de vertébrés et virus de plantes. Chez les virus de vertébrés, la très grande majorité des virus n'ont pas de vecteur, et on a une minorité, 6%, qui sont transmis par vecteur. Et dans ce cas-là, c'est des modes circulants multipliants, donc l'insecte est vraiment, ou le vecteur est vraiment un hôte secondaire du virus. Cette situation est très contrastée par rapport aux virus de plantes, où la très grande majorité des virus de plantes sont transmis par vecteur, mais par des modes différents. Le mode multipliant ne représente que 4% de l'ensemble des virus de plantes. La très grande majorité sont constitués de modes de transmission soit non circulants, soit circulants. Alors, je vais préciser un petit peu. Donc, le plus simple, c'est le mode non circulant. Donc, dans ce cas-là, en quelques secondes ou quelques minutes, quand un insecte va s'alimenter sur une plante infectée, le virus va s'accrocher au niveau d'un endroit particulier du stylet ou des pièces buccales de l'insecte de manière très transitoire, sans se multiplier. Donc ici, vous avez une illustration sur des travaux qui ont été menés par l'équipe de Stéphane Blanc à Montpellier, où vous voyez, ça c'est la totalité du stylet du puceron qui a été disséqué, et il a été incubé avec une protéine virale qui s'accroche au stylet du puceron et qui fait un peu l'intermédiaire entre le stylet du puceron et la particule virale elle-même. Et donc, vous voyez que la zone fluorescente est vraiment localisée à la toute extrémité du stylet, dans une zone très spécifique. Une fois que l'acquisition du virus par le vecteur a été faite, dans ce cas-là, pour l'inoculation, c'est pareil, il suffit de quelques secondes à quelques minutes pour que le virus soit inoculé à un nouvel hôte. Et le portage du virus par le puceron est assez court.
dès qu'il va s'alimenter sur une plante, il va perdre le virus et il ne sera plus virulifère. Donc, ça peut durer de quelques heures à… Enfin, en général, c'est quelques heures, difficilement plus. Donc, ça, c'est le mode non circulant qui représente à peu près la moitié des virus, la moitié du mode de transmission de la moitié des espèces virales. Et vous avez le mode circulant, où cette fois-ci, le virus va effectuer un trajet dans le corps du vecteur, ici c'est un puceron, il va passer par la paroi intestinale pour se retrouver dans les mucelles, puis passer par la paroi de la glande salivaire où il va s'accumuler. Donc ça va imposer un temps de latence, mais comme précédemment, le virus ne va pas se multiplier dans le vecteur. C'est juste un portage et une accumulation dans les glandes salivaires, qui sera ici à un petit peu plus long terme. Donc ça veut dire aussi que les pressions de sélection exercées par le vecteur sur le virus seront différentes que quand il se multiplie vraiment dans son corps. Il y a une certaine sélection qui peut avoir lieu sur l'efficacité d'accrochage ou l'efficacité de transit dans l'insecte, mais il n'y a pas de multiplication, donc une pression de sélection sans doute moins. Troisième point très important, c'est la gamme d'hôtes des virus de plantes. Et on a des gammes d'hôtes extrêmement contrastées et qui peuvent être assez extrêmes. Et si on prend je ne vais pas trop rentrer dans les détails, si on prend la totalité des virus de plantes, ça peut varier de une espèce de plante hôte jusqu'à plus de 1000 espèces de plantes hôtes pour une espèce donnée de virus. On a quelques petites dizaines d'exemples d'espèces virales qui sont capables d'infecter plus de 1000 espèces de plantes, des monocotylédones, des dicotylédones, des plantes annuelles, des plantes pérennes, etc. On a également quelques exemples de virus de plantes qui peuvent infecter des insectes, que ce soit leurs vecteurs ou des abeilles, des lichens ou des champignons phytopathogènes, mais c'est vraiment une minorité. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas chez les virus de plantes, bon, comme chez tous les virus, vous allez me dire, et notamment les fonctions de dispersion. À ma connaissance, ce résultat, c'est le seul que l'on connaisse. C'est Gaël, au fond de la salle, qui a obtenu avec son groupe ce résultat, où, en faisant une surveillance du virus de la Charca dans des vergers de pêcher pendant une quinzaine d'années, ils ont pu obtenir une estimation de la distance de migration du virus. Et ils se sont aperçus, bon, c'est un virus qui est transmis sur le mode non circulant, donc c'est juste un accrochage transitoire du virus sur le stylet du vecteur. Et donc, ils ont obtenu comme résultat qu'à peu près 50% des vols de pucerons et des transmissions du virus par le puceron se faisaient à moins de 90 mètres de distance de la source, mais également que les vols à longue distance pouvaient avoir lieu, et ils ont obtenu que 10% de ces vols avaient lieu à plus d'1 kilomètre de distance. À ma connaissance, c'est le seul cas pour lequel on connaît la fonction de dispersion. Donc, il y a beaucoup d'inconnus sur ces résultats également. Je crois que c'est le dernier point en termes de biologie. Donc, on a aussi une quasi-absence d'échantillons anciens. Bon, ça, c'est assez général pour les virus. Donc là, je vous ai listé quelques exemples de virus détectés dans des échantillons assez anciens, donc soit dans des glaces antarctiques pour des virus particulièrement stables comme les tobamovirus. J'ai souligné en rouge celui-là, c'est donc tobamovirus, souligné en rouge, donc c'est dans des herbiers d'Australie, et c'est le seul cas où les virus étaient viables après cette conservation et où les chercheurs ont pu caractériser les propriétés biologiques d'échantillons qui dataient de la fin du 19e siècle. Voilà. Mais bon, on est assez dépourvu en termes d'échantillons anciens permettant de dater l'origine des différents groupes. Donc là, voilà, on a donc des connaissances lacunaires sur les virus de plantes, et les approches phylodynamiques peuvent contribuer et ont contribué partiellement à mieux comprendre l'origine des taxons viraux, donc la datation de ces taxons, leur centre d'origine, caractériser la diffusion de ces virus, leur vitesse de diffusion, les dates et les lieux d'introduction lors de mouvements intercontinents notamment, ou intracontinents, le rythme de diversification génétique des virus,
et également l'impact de facteurs comme la gamme d'hôtes, le mode de transmission, le génome, l'écologie sur la diffusion et la diversification. Donc, je vais essayer de prendre des exemples pour répondre à ces 4 situations, 4 questions. Donc, tout d'abord, la datation de l'origine de taxons de phytovirus. Il y a 4 méthodes principales qui ont été appliquées pour répondre à cette question. Soit des inférences basées sur la datation de nœuds dans l'arbre phylogénétique, basées par exemple sur des données historiques ou biogéographiques, des analyses de codivergence entre les virus et leurs plantes hôtes. Donc la datation, dans ce cas-là, est plutôt basée sur ce qu'on sait sur la datation de l'arbre phylogénétique des hôtes, et on la transfère au virus. Des phylogénies à partir de séquences hétérochrones, et le séquençage de séries virales temporelles. Je ne vais pas en parler énormément parce que ça, en fait, c'est des expériences d'évolution expérimentale en laboratoire. Souvent, les conditions de laboratoire sont assez différentes par rapport à ce qui se passe dans la réalité. En plus, le pas de temps est assez court en général et ça permet pas une bonne précision pour inférer l'ancienneté des taxons viraux. Donc, en ce qui concerne, alors ça, c'est un premier exemple basé sur des séquences virales qui ont en quelque sorte été fossilisées lors de leur intégration dans le génome de l'hôte. Et c'est en fait 2 événements d'intégration de séquences d'un bégomovirus dans le génome du tabac. Donc ici, vous avez la représentation d'un arbre phylogénétique du genre Nicotiana avec 3 espèces de Nicotiana sauvages dans lesquelles ont été trouvées des séquences intégrées proches de bégomovirus. Et l'une de ces espèces était en fait un des parents du tabac cultivé, Nicotiana tabacum. Ce Nicotiana tabacum est un tétraploïde qui résulte d'un croisement interspécifique entre Tomatosiformis et Sylvestris. Donc, on connaît relativement bien l'arbre phylogénétique de ces tabacs, et donc on sait à peu près à quelle période cette spéciation a eu lieu, entre 1,9 et 8,5 millions d'années. Donc, si on représente donc ces séquences intégrées, après leur intégration, n'ont pas d'effet sur la fitness de la plante, et on a pu tester que l'évolution de ces séquences était neutre ou à peu près neutre. Donc, ce qui permet de dater l'ancienneté de l'intégration dans le génome du tabac. Donc ici, vous avez la représentation de l'arbre phylogénétique qui contient les bégomovirus actuels qui ont été représentés en 2 clades principaux, un clade de l'Ancien Monde et un clade du Nouveau Monde. Il y a eu quelques échanges entre ces 2 continents, mais relativement peu. Et les séquences intégrées dans le génome du tabac, que vous voyez ici, qui ont donc eu une évolution en quelque sorte fossilisée, puisque l'évolution chez la plante, c'était à un rythme beaucoup plus lent que l'évolution naturelle du virus. Donc, précédemment, je vous ai montré un des événements d'intégration, GRD5, mais il y en a eu un deuxième représenté en vert qui était plus récent et qui a été observé chez uniquement Nicotiana tomatosiformis et chez le tabac qui en dérive. Donc, les approches phylodynamiques ont permis de dater l'intégration de ces 2 types de séquences dans le génome du tabac et de ces espèces ancestrales, entre 0,24 à 29 pour le premier et pour le deuxième, et entre 1,2 et 4,8 millions d'années pour le plus ancien. Et sur cette base-là, les chercheurs ont pu également dater l'origine de l'ancêtre commun au bégomovirus, et ils obtiennent en fait une médiane de l'estimation à environ 30 millions d'années. Et ça permet aussi de répondre à une hypothèse qui avait été formée, c'est-à-dire que certains avaient fait l'hypothèse que, puisqu'on avait une distinction entre les bégomovirus de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde, peut-être que l'origine de cette différenciation était due à l'expansion de l'Atlantique et donc la fragmentation du Gondwana qui a eu lieu environ 110 millions d'années. Et en fait, ce n'est pas du tout cohérent avec l'estimation de l'ancienneté de ce groupe et de sa diversification en deux clades. Ce qui est beaucoup plus cohérent, c'est à peu près la datation de
de 35 millions d'années de la fermeture du détroit de Bering, qui a empêché en fait les mouvements autant d'animaux que de végétaux du continent eurasien vers le continent américain. Et voilà, ce sera une hypothèse beaucoup plus vraisemblable pour expliquer la différenciation entre ces deux clades du gomovirus de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde. C'est aussi à peu près contemporain avec la datation de l'origine de l'espèce Bemisia tabaci, qui est un alerode, donc un insecte qui est le vecteur de ces bégomovirus. La spéciation de Bemisia tabaci pourrait débuter dans l'intervalle de confiance de son estimation, pourrait à peu près chevaucher avec l'origine de la différenciation du genre bégomovirus. Alors, un deuxième exemple, c'est l'utilisation de la cophylogénie. On a très peu d'exemples de cophylogénie congruente entre les virus et leurs plantes hôtes. Un exemple qui a été pas mal étudié, c'est le genre Tobamovirus. Et deux approches différentes ont mené à des estimations assez contrastées de l'ancienneté du groupe. Ici, c'est l'approche de cophylogénie, où vous voyez qu'il y a une assez bonne concordance entre la phylogénie des plantes hôtes, notamment entre les rosides et les caryophyllide et les astéroïdes, et les astérides, pardon, je ne sais plus si on est au niveau de la classe ou de l'ordre, au niveau taxonomique, au-dessus de la famille en tout cas, et les différentes espèces de Tobamovirus qui les infectent. Il y a juste eu 3 des 29 espèces virales qui ne sont pas congruentes avec la phylogénie des plantes hôtes et qui sont représentées ici, et qui pourraient correspondre à des sauts d'hôtes ultérieurs dans l'évolution des virus. Et donc, sur cette base-là, si on se réfère à l'histoire des plantes hôtes, on pourrait conclure que les lignages principaux de Tobamovirus ont codivergé avec leurs plantes hôtes primaires depuis plus de 110 millions d'années, ce qui correspond à la divergence entre les 3 taxons rosides, caryophyllide et astérides. Alors, d'autres chercheurs ont appliqué des approches de coalescence et de phylodynamique pour utiliser des séquences datées depuis la plus ancienne qui avait été trouvée de 1899. Et par contre, avec ces différentes approches, ils obtiennent des résultats complètement différents. Avec la plus ancienne date de l'intervalle de confiance de l'estimation du genre Tobamovirus de l'ordre d'environ 100 000 ans. Et de plus, ils ont remis en cause la congruence des phylogénies qu'avaient trouvées les chercheurs précédents, sauf que cette fois-ci, les phylogénies étaient analysées au niveau des familles, alors que précédemment, elles étaient analysées au niveau d'un taxon plus élevé. Donc, c'est une remise en cause, mais pas forcément. Enfin, c'est pas vraiment une remise en cause, vu que l'approche a été un petit peu différente. Donc, du coup, on arrive à 2 résultats très contrastés. Je vous avouerai que j'ai du mal à pencher pour l'un plutôt que pour l'autre. Les deux pourraient être critiqués. L'approche de cophylogénie, en fait, on a la vision actuelle de la gamme d'hôtes, mais on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas eu davantage de sauts d'hôtes au cours de l'histoire évolutive des virus, et certains de ces sauts d'hôtes n'apparaissent peut-être pas avec la phylogénie actuelle. L'approche phylodynamique, selon l'histoire évolutive des virus, leur démographie, l'existence de sauts d'hôtes et donc de bottlenecks dans leur histoire pourrait aussi biaiser les estimations de l'âge des taxons. Mais en tout cas, on arrive à des datations assez contradictoires entre les approches. Donc là, je vais passer assez rapidement. Donc, c'est un deuxième exemple de cophylogénie qui a été observé entre espèces virales et espèces de plantes, basé entre un mastrévirus, donc un virus assez proche des bégomovirus, un groupe assez proche des bégomovirus dont je parlais précédemment, qui montre une assez bonne congruence avec l'arbre phylogénétique des graminées, des poacées. On arrive à reconstruire. Les 2 phylogénies sont congruentes, à part quelques sauts d'hôtes, notamment un saut d'hôte
qui explique l'infection du maïs spike virus sur maïs en Afrique, et un deuxième ici. Et entre la datation de l'ancienneté des différents nœuds de l'arbre des graminées et la datation par phylodynamique du virus, on arrive à des résultats assez concordants. C'est ce qui apparaît ici en tout petit, vous voyez peut-être pas. Donc, si on prend l'âge médian estimé, on s'aperçoit que pour 3 nœuds importants de l'arbre phylogénétique, on arrive à des dates assez concordantes entre les deux approches, qui semblent supporter l'hypothèse de co-divergence entre les virus et leurs plantes hôtes. Et donc, on obtient une ancienneté de ce groupe qui serait de l'ordre de 60 millions d'années, en concordance avec celle de la dichotomie ou la divergence entre le maïs et le blé. Enfin, l'approche qui a été la plus fréquemment, comme on dispose de très peu de phylogénie congruente entre les virus et leurs plantes hôtes, la méthode qui a été la plus largement utilisée, c'est l'estimation par approche bayésienne, notamment avec le logiciel BEAST, avec des séquences hétérochrones qui ont été analysées. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif que vous ne voyez pas dans le détail, mais je vais présenter partie par partie, qui ont permis d'estimer la taille, enfin la date de l'ancienneté des taxons, soit basée sur des données à long terme, donc des taxons entiers, soit basée sur des épidémies spécifiques dans certaines régions. Donc, je parlerai plutôt de la première partie. Donc, ça a été mené soit sur des espèces virales, soit sur des genres viraux, et plus rarement, j'ai trouvé un seul exemple, sur des familles virales. Donc, en ce qui concerne les espèces, pour commencer, en ce qui concerne les espèces, les données, les datations estimées sont assez variables. Il y a cependant un assez grand nombre de datations qui sont autour de 6000 ans environ. On peut retrouver chez le PVY ici, ou un petit peu moins, donc 3000 ans pour le TUMV, 5000 ans pour le BYDV, peu importe le nom de l'espèce. Certaines autres sont plus récentes et quelques-uns, comme ici PYMV, sont plus anciens. Donc, d'autres ont été obtenus depuis. Il semblerait que pour les espèces virales, la plupart d'entre elles aient moins de 10 000 années d'âge de manière assez générale, avec certaines plus récentes que d'autres. Pour ce qui est des genres viraux, cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on a des situations assez contrastées. Je l'illustre avec 2 genres très importants, qui sont les 2 genres les plus riches en espèces chez les virus de plantes. Donc, le genre Begomovirus, dont on a déjà parlé, et qui est assez ancien, puisque des estimations avaient été obtenues avec les séquences intégrées dans le génome du tabac. Et donc, on obtient une datation de plusieurs millions d'années d'ancienneté. Et le genre petit virus, qui comprend lui aussi plus de 200 espèces, et qui est plutôt daté de l'ordre de 6 000 à 7 000 ans d'ancienneté. Et vous avez d'autres groupes qui ont à peu près été datés, d'autres genres qui ont été datés avec autour de 5 000 années d'ancienneté, qui correspond à l'intensification de l'agriculture lors de l'Holocène. Donc, il semblerait que cette intensification de l'agriculture ait contribué de manière significative à la diversification de pas mal de groupes de virus de plantes. Et là, je souligne la seule estimation concernant une famille, donc la famille des Luteoviridés, pour laquelle on a une estimation assez récente également de l'ancienneté, avec moins de 4000 ans d'âge. Donc, le deuxième type d'analyse qui ont été rendues permis, qui ont permis les approches de phylodynamique, c'est la reconstitution des routes de dispersion au niveau inter ou intracontinental de nombreux taxons de virus. Alors, du fait de leur mode de transmission, qui pour beaucoup de virus ne sont pas à très grande distance ou alors pas forcément à une très grande fréquence,
il y a de nombreux taxons viraux pour lesquels on a une structuration géographique assez marquée et parfois à l'échelle continentale ou à l'échelle intracontinentale, ce qui permet d'avoir un nombre d'événements de dispersion à longue distance relativement faible et qui permet d'espérer en reconstituer la datation et le lieu d'origine. Il y a quelques exceptions, bien sûr, notamment pour tout ce qui est virus transmis par les activités humaines lors du commerce de semences ou le commerce de tubercules, par exemple, pour la pomme de terre, qui ont permis une diffusion extrêmement rapide de la plante et du virus, et pour lequel la diversification génétique du virus est trop lente par rapport à la dissémination des plantes infectées. Et donc, les approches phylodynamiques, dans ce cas-là, ne sont pas appropriées pour obtenir ce genre de résultats. Donc, je vais vous présenter quelques exemples. Un premier exemple, c'est la dispersion du tomato yellow leaf curl virus, qui est une espèce particulière du genre Pegomovirus. Donc, les chercheurs ont utilisé des séquences de souches collectées depuis 1988 et ils ont pu reconstituer la dissémination de ce virus au cours des années 80. L'origine du virus est datée autour de 1930-1950 à partir du Moyen-Orient, avec l'Iran qui pourrait être le centre de diversification, mais qui serait plutôt relativement isolé épidémiologiquement. Et secondairement, après l'arrivée du virus dans le bassin méditerranéen ou le Moyen-Orient, il y aurait eu une dissémination mondiale du TYLCV, aussi bien côté asiatique, puis côté, alors là c'est l'introduction à la Réunion, et également côté Amérique. Donc c'est un virus qui infecte essentiellement la tomate et quelques plantes adventices également, et qui est transmis par le rod. Donc il n'y a pas de multiplication du virus dans l'insecte, et on pourrait penser que c'est plutôt le transfert de plantes infectées qui aurait permis cette diffusion transcontinentale. Donc un élément intéressant, c'est également le fait que ce virus recombine énormément, comme le premier exemple que je vous avais montré avec les plantes co-infectées par deux espèces de Begomovirus. Et dans cette étude, 18 événements de recombinaison ont pu être interspécifiques, ont été mis en évidence. Donc le tilk classique est représenté en vert et les séquences colorées qui sont indiquées ici correspondent à des événements de recombinaison avec d'autres espèces de Begomovirus. Et les analyses réalisées ont permis d'identifier les dates probables et les lieux d'apparition de ces recombinaisons. Et la zone Méditerranée-Iran sera également un hotspot pour les recombinaisons interspécifiques avec ce virus-là. Alors, un deuxième exemple, c'est l'exemple du virus Y de la pomme de terre. Donc, cette fois-ci, c'est un petit virus. Et il infecte la pomme de terre, mais également d'autres solanacées, comme la tomate, le poivron, le tabac. Des souches datant c'est un des premiers virus qui a été caractérisé, donc on dispose de souches assez anciennes, certaines de 1938, et les analyses phylogéographiques ont permis de montrer que ce virus avait vraisemblablement une origine sud-américaine, ce qui est concordant aussi avec le centre d'origine de ces hôtes, les solanacées que j'ai mentionné précédemment, et il aurait été introduit en Europe au cours du 19e siècle, et l'Europe aurait en quelque sorte servi de plateforme via le commerce de semences de pommes de terre au niveau mondial pour la dissémination mondiale de ce virus, qui se retrouvait ensuite sur tous les continents. Donc ce scénario est supporté par l'analyse des 3 clades principaux de PVY. Et donc, ça met en évidence l'importance à la fois de la multiplication végétative de la plante dans la dissémination du virus et également du commerce mondialisé des semences dans la dissémination de ce virus. C'est un résultat qu'on retrouve également chez les autres virus du même genre, les autres petits virus des solanacées,
C'est-à-dire que si on compare, l'Amérique du Sud semble être un centre de diversité important pour ces petits virus de solanacées et également pour le PVY, puisqu'il y a certains clades de PVY qu'on ne retrouve que en Amérique du Sud et qui n'ont pas émergé dans le reste du monde. Et les petits virus qui sont inféodés à l'Amérique du Sud et les clades de PVY qui sont inféodés à l'Amérique du Sud, c'est ceux qui n'infectent pas la pomme de terre, mais qui infectent les autres solanacées, tomates, poivrons, tabac, et donc qui ne sont pas transmis par voie végétative. Donc, ça souligne bien que les seuls petits virus de solanacées et clades de PVY qui ont pu émerger en Europe et dans le reste du monde, ce sont ceux qui sont infectieux chez la pomme de terre et qui peuvent être transmis par les tubercules de pomme de terre. Enfin, ces analyses ont également permis de voir l'évolution au cours du temps de la taille de population des 3 clades principaux de PVY. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais il y a 2 clades, les clades N et O, qui auraient subi une expansion de taille de population relativement récente au cours des dernières 25 années, à peu près, et qui pourraient être dues en fait, à l'émergence de recombinants entre ces 2 groupes principaux, N et O, qui ont envahi un peu le monde. Et le 3e clade, qui a relativement peu recombiné, le clade C, aurait plutôt une stabilité dans sa taille de population. Et c'est également le clade qui est plutôt en déclin chez la pomme de terre et qui se maintient chez d'autres solanacées comme la tomate ou le poivron. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, un autre exemple qui a été beaucoup étudié en phylodynamique, ce sont les résultats de Denis Fargette, de l'équipe de Denis Fargette à l'IRD de Montpellier, et concerne la diffusion du Rice Yellow Mottle virus en Afrique sur le riz. Donc, de manière assez proche aux analyses précédentes, des souches de dates différentes ont été analysées depuis 1966. Ce virus a des propriétés assez favorables pour mener ce genre d'études, puisque la dissémination est essentiellement à courte ou moyenne distance, soit par contact, soit par des vecteurs, mais qui sont relativement peu efficaces, comme des coléoptères. Il n'y a pas de transmission par la graine, ni par des vecteurs qui pourraient voler à des distances extrêmement longues. 2 lignages principaux ont été obtenus chez ce virus, plutôt reliés à l'Afrique de l'Ouest ou à l'Afrique de l'Est. Il y a une forte structuration spatiale qui est sans doute à mettre en lien avec les moyens de dissémination du virus. Donc, par approche phylodynamique, l'origine du virus a été datée autour de 1850 et c'est la Tanzanie qui serait le centre d'origine de ce virus, où actuellement il y a la plus forte diversité en génétique du virus. Et le lignage ouest-africain aurait débuté autour de la Côte d'Ivoire vers les années 1880. Donc, une analyse en modèle continu de dissémination a permis d'analyser réalisée séparément sur les lignages de l'Est et de l'Ouest, ont permis de retracer les schémas de diffusion plus précis dans chacune de ces zones entre les différents pays. Et ces approches ont également permis d'estimer les vitesses de diffusion du virus dans différentes régions. C'est ce qui est présenté ici, avec des estimations de taux de diffusion autour de 13 à 20 km par année, également diffusivité et taux de migration du front d'invasion. Et les résultats sont à peu près concordants entre la dispersion en Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est sur le taux de dispersion et la diffusivité. Par contre, il y a une différence assez marquée au niveau de la progression du front de migration du virus, avec un front de migration qui progresse plus vite en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est, ce qui pourrait être dû à un axe de diffusion préférentiel le long des fleuves Niger et Benoué en Afrique de l'Ouest, qui aurait facilité la migration du virus, alors qu'en Afrique de l'Est, ces régions sont assez fragmentées au niveau géographique, et ce qui aurait pu retarder la migration la diffusion de ce virus. Si on compare ces vitesses de migration à 2 autres virus dont je ne vais pas parler plus particulièrement,
dans la même zone géographique, donc le Maestrek mastavirus et l'East African Cassava Mosaic begomovirus, on s'aperçoit que les valeurs sont du même ordre de grandeur, mais un petit peu plus faibles. Et ça pourrait être mis en relation avec leur mode de diffusion, leur mode de transmission différent, puisque le Maestrek virus est transmis par insectes, par cicadelles qui ont une propension à migrer à plus grande distance que les coléoptères. Et pour le second virus, une explication de la vitesse de diffusion plus rapide serait la propagation. C'est un virus qui infecte le manioc, donc une plante qui est à multiplication végétative, et le commerce de boutures de manioc aurait pu faciliter la progression rapide de ce virus par échange de boutures entre régions. Donc, je vais passer un peu plus rapidement là-dessus. Donc, juste un petit exemple pour illustrer la troisième question qu'on se pose souvent en virologie, c'est-à-dire est-ce qu'on peut identifier à quel endroit, dans quelle plante hôte, à quelle date ont eu lieu certains événements particuliers dans l'histoire évolutive de ces virus. Donc, ces événements particuliers peuvent être des événements de recombinaison, des événements de réassortiment pour les virus à génome divisé, ou bien des sauts d'hôtes. Et là, je vous illustre juste une étude qui a été menée chez un virus tripartite composé de 3 ARN simples brun, le virus de la mosaïque du concombre, pour lequel l'ancêtre commun a été estimé à autour de 1500 à 2600 années. Et le groupe aurait subi une radiation évolutive entre 300 et 500 ans. Et les chercheurs ont pu reconstituer, donc il y a 3 clades principaux qui sont représentés par 3 couleurs, groupe 1A, 1B et 2, et les chercheurs ont pu reconstituer l'ancienneté des événements principaux de réassortiment qui ont eu lieu entre ces virus, et la plupart de ces réassortants auraient moins de 250 années d'âge, donc relativement récent. Enfin, le dernier point que je voulais souligner, c'est l'étude du rôle de facteurs écologiques dans la diffusion ou la diversification de ces virus. Donc là, je reprends une analyse de l'équipe de Denis Fargette sur le rice yellow mottle, le virus du riz en Afrique, où ils ont essayé d'analyser l'effet de variables écologiques dans la diffusion du virus en utilisant un modèle GLM, où ils essayaient de prédire la vitesse de diffusion entre sites pris 2 à 2 en fonction de différents prédicteurs qui pouvaient être la distance géographique, la connectivité du paysage, l'intensité de l'agriculture dans les zones sources ou dans les zones cibles et le climat. Et leur première étude a montré un lien significatif avec d'une part la connectivité ou la résistance de la zone cultivée en riz et deuxièmement, l'intensité de culture de riz en 1990 dans la zone d'origine. Après avoir réanalysé ultérieurement ces résultats, ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait un problème de modèle nul dans leur analyse et que ces résultats étaient vraisemblablement des faux positifs dus à l'absence de comparaison avec des modèles nuls appropriés. Donc, ces résultats ne semblent pas supportés dans la seconde analyse. Et c'était une des premières tentatives d'expliquer la diffusion de virus de plantes par des variables écologiques ou géographiques. Voilà, donc en conclusion, ces travaux ont permis d'avancer dans la connaissance de l'âge et de la vitesse de diversification de différents taxons de virus de plantes. Ils ont souligné l'impact de l'intensification de l'agriculture sur la diversification et la spéciation de ces virus, notamment au cours de l'Holocène, il y a à peu près 7000 ans, mais certains taxons sont beaucoup plus anciens que ça. Ils ont permis de mieux connaître les routes de dispersion à l'échelle continentale ou infracontinentale. Et quelques approches ont commencé à essayer de voir l'impact de quelques variables écologiques sur la diffusion de ces virus. Et en perspective, c'est un petit peu pareil, on aimerait bien pouvoir voir quels sont les effets à la fois de variables écologiques, paysagères ou anthropiques sur la diffusion et la vitesse de diversification de ces virus, mais également l'effet des propriétés biologiques comme la transmission ou la gamme d'hôtes, et également l'effet de forces évolutives qui s'exercent sur ces virus, que ce soit les taux de mutation, de recombinaison
des événements de sélection ou de dérive génétique. Tout ça, ça imposerait de pouvoir faire des comparaisons intervirus pour pouvoir dissocier souvent des effets confondants entre, par exemple, transmission, gamme d'hôtes, etc. Mais on est encore assez dépourvu et on a trop peu d'études pour pouvoir faire ces comparaisons intervirus. Voilà, je vous remercie. Gaël, oui. C'est bien un échantillon de coronavirus qui a été retrouvé dans des glaces de 100 000 ans. Oui, c'est ce que dit la publiée en tout cas. D'accord. J'imagine que si ça a été identifié comme un coronavirus, ça a dû être séquencé ou partiellement. C'est par séquence, ouais. Pour faire reparler de la phylogéographie, on va dire, la phylogénie avant sur les coronavirus, justement, avec deux datations qui n'avaient rien à voir. Comment ça se place dans cette art phylogénétique? Est-ce que ça peut fournir une information tranchée entre les deux scénarios? Comme c'est la seule ouais. Alors, je ne sais même pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas, c'est très proche d'une espèce actuelle. Donc, ça semble pas être représenter une espèce qui n'aurait pas été retrouvée dans les cultures actuellement. Donc, effectivement, je n'avais pas interprété ça comme ça, mais ça pourrait suggérer que la vraie estimation est beaucoup plus ancienne que ça et serait plutôt celle de l'ordre de 140 millions d'années plutôt que celle de 100 000 ans, si on a confiance dans la datation et si on est sûr qu'il n'y a pas de contamination. Voilà, dans ce genre d'études aussi, il y a eu pas mal de débats sur le fait que aussi bien ces échantillons de glace antarctique que des échantillons archéologiques de graines, ce qui était détecté puisse être vraiment un virus infectant la plante ou présent dans la glace plutôt qu'une contamination ultérieure. Surtout dans l'exemple d'une étude de Marilyn Rosling sur un virus de l'orge, c'est un virus qui peut infecter aussi certains champignons. Donc ça peut être très facile qu'une spore de champignon ou du mycélium de champignon puisse contaminer ces échantillons ultérieurement. Ouais, en tout cas, je me demandais si ça pouvait pas faire une sorte d'équivalent d'échantillons archéologiques qui permet de calibrer l'horloge moléculaire. Ouais, alors de mémoire, je n'ai pas l'impression qu'ils aient fait ce genre d'analyse, mais à vérifier. Justement, pour toutes ces questions de datation et d'horloge moléculaire, je me demandais quel usage on pouvait faire d'une part ce qu'on voyait dans les séquences et d'autre part l'apport des expériences, des mesures expérimentales, de taux de mutation, de recombinaison et ce genre de choses. Est-ce que ça coïncide ou est-ce qu'il y a… Alors, je pense que une des premières études d'évolution en laboratoire par évolution expérimentale, c'était une approche d'une équipe américaine qui avait essayé, avant que la dynamique ou phylogéographie on ait les outils pour la faire, ils avaient essayé de se baser sur l'évolution nucléotidique qu'ils voyaient en laboratoire de leur échantillon pour inférer l'ancienneté du groupe par simplement une règle de proportionnalité. Je ne crois pas que ce groupe particulier de virus on ait pu appliquer depuis les approches de phylodynamique, ce qui permettrait de comparer. Alors, je ne pense pas avoir la réponse vraiment par rapport à ça. Personnellement, dans les études d'évolution expérimentale que je fais en laboratoire, même au bout d'une année d'évolution, on n'a divergé que de 1 ou 2 nucléotides fixés sur un génome de 10 kb, par exemple. Donc, dans ce genre de conditions, on a une diversité génétique vraiment très faible. Et à mon avis, c'est extrêmement difficile de se baser là-dessus pour inférer l'ancienneté de groupes de virus. Oui. Une question plus générale, puisque je ne connais pas grand-chose aux virus de plantes, mais je me demandais, est-ce qu'il y a des maladies développementées en virus de plantes? Par exemple, pour le commerce,
Il y a Oui. des règles à suivre pour Oui. l'export de semences, etc. Oui, tout à fait. On a une série de virus de quarantaine ou de lutte obligatoire pour lesquels tout commerce de plantes ou de graines doit être associé à un diagnostic obligatoire et une lettre d'autorité qui permet de faire ce transport. Donc, c'est plus ou moins suivi selon les pays. Et chaque pays ou chaque région a sa réglementation. Par exemple, chez la tomate, on a actuellement un clobamovirus, encore une fois, qui est en train d'émerger, qui émerge un peu au niveau mondial, pour lequel il y a eu quelques foyers en France. Et ce virus a été déclaré très rapidement virus de quarantaine. Et chaque lot de graines commercialisées en France doit être testé officiellement pour l'absence de ce virus, qui est très contraignant, même pour les chercheurs. Tout doit être strictement contrôlé. Donc, au niveau du commerce, pour vos variables qu'il ne faut pas prendre en compte, c'est dépendant de chaque pays. Pour avoir un suivi du commerce, c'est comme dans un animal. Oui, c'est extrêmement difficile. Alors, je ne connais pas beaucoup d'études qui auraient, par exemple, essayé de répondre à la question la mise en place de ces normes, quel impact ça a sur la fréquence des introductions, sur la vitesse de propagation d'une épidémie, etc. Je ne connais pas d'études qui aient fait ça sur des virus de plantes. Effectivement, ce n'est pas encore, c'est pas les gens qui m'ont intéressé. Oui, ou c'est très difficile. C'est surtout très difficile d'avoir des données précises là-dessus. Là, je vous ai présenté, alors ce n'était pas une présentation exhaustive, mais il y a encore très très peu d'analyses de ce type qui ont permis d'obtenir des vitesses de diffusion relativement précises. Donc faire du comparatif à partir de ça, en plus à une échelle plutôt nationale que continentale, c'est encore un peu trop tôt, je pense. Voilà. Je pose une question très naïve parce que je ne suis pas biologiste du tout. Vous avez parlé de virus circulant et capable d'infecter en fait le vecteur. J'ai cru comprendre que c'était très rare, hein, mais est-ce que l'étude justement de la phylogénie de l'hôte et du vecteur pourrait apporter un plus en fait dans une meilleure compréhension en fait de ce qui se passe sur le virus? Bonne question. Alors, des cophylogénies entre virus et vecteurs, on pourrait en faire, par exemple, la famille qui contient les petits virus, c'est la famille des petits viridés. Au sein des petits viridés, il y a plusieurs genres dont les propriétés principales de distinction sont le vecteur, justement. Donc, au sein de ce groupe, il y a des virus qui sont transmis par pucerons, il y a des virus qui sont transmis par aleurote, il y en a d'autres par acariens. Mais voilà, donc le problème, c'est qu'on n'a pas tant de groupes à l'intérieur et la cophylogénie, à mon avis, je ne sais pas si ça a été tenté, mais on ne pourrait pas la tester statistiquement. Et donc, ce sera extrêmement hasardeux d'inférer l'âge de ces virus par l'âge de différenciation des insectes ou des arthropodes. On a 5 ou 6, enfin, je crois qu'on a 5 genres principaux dans la famille. Donc, du coup, ça ne ferait pas suffisamment d'événements de dichotomie dans les phylogénies pour être testé de manière fiable, à mon avis. Dans la méthode basée sur les intégrations virales dans le génome des plantes, qu'est-ce qui est supposé neutre? Parce que de mémoire, je ne sais plus de quel virus tu parlais et de quel planteau tu parlais. C'est un bégomovirus chez le tabac? Et parce qu'il y a certaines intégrations qui sont sélectionnées chez l'autre et maintenues chez l'autre du fait de leur fonction, probablement dans l'évitement de la surinfection par le virus de notre famille. Okay. Je ne sais pas si c'est le cas pour les végétaux. Je ne suis pas sûr. Alors, ce qui est neutre, c'est quand on analyse le ratio DM sur DS, les taux de mutation non synonymes sur synonymes de ces séquences intégrées, on s'aperçoit que ce n'est pas différent de 1, donc ce n'est pas différent de la neutralité. Donc, c'est le seul argument qu'on ait là-dessus. C'est aussi des séquences qui ont subi pas mal de délétions et d'insertions, donc ça pourrait renforcer le fait qu'elles n'ont pas un rôle particulier là-dessus. Si elles jouent un rôle important dans l'immunité des plantes vis-à-vis du virus, j'imagine qu'il y aurait eu de la sélection négative plus forte là-dessus.
Après, toutes les intégrations n'ont pas forcément les mêmes fonctions dans toutes les plantes. Et voilà. Et du coup, tu regardes là les mutations. Ouais. Donc, Oui, les délétions n'ont pas été analysées à ce niveau-là. Bon, si vous avez des questions, on va passer à la suite. Merci.